Le signal a commencé à 06h47 UTC et a frappé toutes les fréquences simultanément. Les radioamateurs néo-zélandais l'ont entendu les premiers, car ils étaient éveillés et scannaient les ondes. Puis ce fut le tour des stations australiennes, japonaises et russes. En l'espace de 9 minutes, les récepteurs de tous les continents ont confirmé la même chose. Une transmission numérique, un débit binaire élevé, modulé en parallèle sur les bandes VHF, UHF et ondes courtes. Sans préambule. Aucune négociation de porteuse. Juste un flot de données, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet pointé vers la planète entière. À 7h00, les installations militaires l'enregistraient. À 7h15, les agences de renseignement tentaient de le brouiller. Elles ont échoué. Le signal ne provenait pas d'un satellite ou d'un émetteur au sol. La triangulation indiquait le ciel. La source était 3I/Atlas, encore visible dans le ciel tôt le matin, plusieurs semaines après son approche la plus proche, mais loin d'avoir disparu. Le flux binaire a été décodé en vidéo. Pas de ligne de balayage analogique. Pas d'artefact MPEG compressé. Un format que personne n'a reconnu au début. Mais les outils d'analyse standard ont trouvé une structure. Fréquence d'image. Résolution. Canaux audio. Une fois qu'on savait qu'il s'agissait d'une vidéo, l'extraire était trivial. Le fichier était petit. 11 secondes de contenu, répété en boucle sans variation. Dans les 30 minutes qui ont suivi la première interception, des copies circulaient sur des applications de messagerie cryptée et des forums d'images obscures. En moins d'une heure, quelqu'un l'a téléchargé sur un hébergeur vidéo public. Les algorithmes de modération de la plateforme l'ont immédiatement signalé comme médias synthétiques et désinformation potentielle. Il est resté en ligne pendant 19 minutes. Pendant ce laps de temps, 47 000 personnes l'ont téléchargé. Des miroirs sont apparus sur d'autres plateformes. Des suppressions ont suivi. D'autres miroirs. D'autres suppressions. Le jeu habituel entre les divulgateurs et les modérateurs, mais plus rapide et plus désespéré que d'habitude. Ce que les gens ont vu pendant ces 11 secondes variait selon les personnes, mais les éléments essentiels étaient cohérents. Une silhouette, humanoïde au sens large. 2 bras, 2 jambes, un torse, une tête, mais les proportions étaient incorrectes. Les bras étaient légèrement trop longs. Le torse était légèrement trop étroit. La tête était plus large au sommet qu'au niveau de la mâchoire, ce qui lui donnait une forme de goutte d'eau inversée. Le visage avait 2 yeux, une structure ressemblant à un nez et une bouche. Les yeux étaient grands, sombres, aucune sclère visible, juste une noirceur profonde et réfléchissante qui captait la lumière d'une manière qui les faisait paraître humides ou vitreux. La peau, si c'était bien de la peau, était lisse et légèrement lumineuse, d'un gris bleu pâle, qui ne correspondait à aucune teinte humaine naturelle. Derrière la silhouette, un arrière-plan, sans relief. Pas d'étoiles, pas de mur. Juste un dégradé doux, allant du sombre au plus sombre, comme si le sujet se tenait dans un espace sans point de référence. La silhouette ne bougeait pas, à l'exception de sa bouche. Les lèvres, fines et nettement dessinées, articulaient les mots avec précision. Et c'est là que le signal est devenu véritablement impossible à rejeter, comme une erreur ou un canular. La piste audio contenait plusieurs langues parlées simultanément. Pas en superposition, pas en alternance, simultanément. Si vous parliez anglais, vous entendiez l'anglais. Si vous parliez russe, vous entendiez le russe. Les locuteurs mandarins entendaient le mandarin, l'espagnol, l'arabe, l'hindi,
Le français. Au moins 47 langues ont été confirmées lors de la première vague d'analyse. La voix était neutre. Ni masculine, ni féminine. Ni jeune, ni vieille. Elle avait une cadence plate et sans émotion, comme un moteur de synthèse vocale, mais avec des inflexions suffisamment subtiles pour sembler presque naturelles. Les mots qu'elle prononçait étaient identiques dans toutes les langues lorsqu'ils étaient retraduits. Mais la formulation permettait une dérive interprétative, ce qui a immédiatement suscité la controverse. La version anglaise disait « Nous sommes de retour. Préparez-vous pour la moisson et l'ascension ». La version russe utilisait des mots qui pouvaient signifier récolte ou rassemblement au lieu de moisson et élévation au lieu de ascension. Le mandarin comprenait un caractère qui impliquait à la fois une élévation spirituelle et un mouvement physique vers le haut. Toutes les langues présentaient ces deux mêmes failles sémantiques. Récolte pouvait désigner l'agriculture, l'économie ou la prédation. Ascension pouvait désigner le salut religieux, l'élévation technologique ou une simple évacuation. Selon la nuance de sens choisie, le message était soit une promesse, soit une menace. Cette ambiguïté n'était pas accidentelle. Elle semblait avoir été conçue. Elle était conçue pour avoir des significations légèrement différentes selon le public, tout en restant techniquement cohérente. Les gouvernements ont réagi dans l'heure qui a suivi. Des restrictions d'accès à Internet ont été mises en place dans plusieurs régions. Les plateformes de réseaux sociaux ont reçu des demandes de retrait d'urgence invoquant la sécurité nationale et la prévention d'une panique générale. Les médias traditionnels ont complètement ignoré la vidéo pendant les 6 premières heures, attendant des directives officielles. Lorsque celles-ci sont arrivées, elles étaient uniformes dans toutes les agences occidentales. La vidéo était un deepfake, un canular sophistiqué exploitant l'inquiétude du public autour de 3i/Atlas. Le signal lui-même était probablement terrestre, une farce coordonnée par des acteurs étatiques ou des groupes activistes utilisant des émetteurs au sol pour imiter une origine spatiale. Ne pas partager, ne pas amplifier, signaler les observations au portail désigné, faire confiance aux autorités pour la vérification. Le problème avec ce récit était d'ordre technique. Les deepfakes nécessitent des données d'entraînement. Les modèles génératifs ont besoin de références pour synthétiser les visages, les voix et les mouvements. Le personnage de la vidéo ne correspondait à aucune base de données connue. Les systèmes de reconnaissance faciale n'ont trouvé aucun analogue. Les experts en capture de mouvement ont noté que les subtiles asymétries du visage du personnage, légères différences entre le côté gauche et le côté droit, micro-mouvements au niveau des joues et des sourcils, correspondaient à un rendu biologique et non à des images de synthèse. La synthèse vocale était encore plus difficile à expliquer. La génération en temps réel d'un seul locuteur multilingue fluide est une technologie de pointe. L'intégration de 47 langues dans une piste simultanée, sans diaphonie ni déphasage, dépasse les capacités des technologies publiques actuelles. Les ingénieurs audio indépendants qui ont analysé le fichier n'ont trouvé aucun artefact, aucun raccord, aucune superposition. C'était comme si le personnage avait parlé toutes les langues à la fois, d'une seule voix. L'affirmation, selon laquelle le signal était terrestre, s'est effondrée sous le poids des données de triangulation. Plusieurs groupes indépendants de radioastronomie
ont confirmé que le point d'origine de la transmission se déplaçait avec 3i/Atlas dans le ciel. L'analyse Doppler a montré une vitesse compatible avec le mouvement orbital de l'objet. Les modèles d'atténuation correspondaient à la loi de l'inverse du carré pour une source à cette distance, à moins que quelqu'un ait secrètement placé un émetteur sur la comète, ce qui est absurde étant donné le comportement et la trajectoire non naturelle de l'objet. Le signal provenait de celle-ci. Il restait donc deux possibilités. Soit quelqu'un sur Terre avait piraté l'objet à distance et l'utilisait comme relais, soit l'objet lui-même transmettait. La première option supposait des capacités qu'aucune agence spatiale ne reconnaissait. La seconde supposait que 3i/Atlas était exactement ce que la vidéo suggérait. Un véhicule, un engin, un messager. À midi, la vidéo était devenue virale dans certaines communautés en ligne. Harvest and Ascension était devenue une expression moquée, citée et remixée. Les sceptiques disséquaient chaque image à la recherche de défauts. Les croyants disséquaient chaque image à la recherche de messages cachés. Une image, isolée et améliorée, semblait montrer de faibles symboles dans le dégradé de l'arrière-plan. Trop faibles pour être lisibles clairement, mais suffisamment structurés pour suggérer un placement intentionnel. Les tentatives pour les décoder à l'aide de tout, des alphabets anciens ou binaires, ont échoué. Les symboles ne correspondaient à aucune langue ou code connu. Une autre image montrait un reflet dans les yeux du personnage. Minuscule, déformé, certains ont prétendu qu'il s'agissait d'un champ d'étoiles. D'autres ont dit qu'il s'agissait de la surface d'une planète. Quelques-uns ont insisté sur le fait qu'il s'agissait de la Terre. Personne n'a pu prouver son interprétation. Les communautés religieuses ont eu des réactions immédiates et divergentes. Les eschatologues chrétiens y ont vu le ravissement. L'ascension signifiait que les croyants seraient enlevés. La moisson signifiait la séparation du blé et de l'ivraie. Les érudits islamiques ont débattu pour savoir si la silhouette pouvait être un ange ou un djinn. Les groupes bouddhistes ont discuté du concept d'être provenant de plans supérieurs, guidant l'humanité vers l'illumination. Les communautés New Age y ont vu des familles stellaires bienveillantes, établissant enfin un contact ouvert. Chaque cadre trouvait sa validation. Chaque cadre trouvait également des raisons de craindre. L'ambiguïté du message était un test de Rorschach. Chacun y voyait ce que sa vision du monde lui permettait de voir. Les scientifiques, qui se sont publiquement intéressés à la vidéo, ont immédiatement été exposés à des risques professionnels. Ceux qui l'ont qualifiée d'authentique ont été taxés de crédules. Ceux qui l'ont qualifiée de fausse sans preuve ont été accusés de dissimulation. La position la plus sûre était la neutralité étudiée. Nous analysons les données. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Cela ne satisfaisait personne, mais permettait de préserver les carrières. Dans les communications privées, le ton était différent. Les canaux Slack et les emails cryptés montraient que les chercheurs étaient véritablement déconcertés. Non pas par la possibilité d'un canular, les canulars sont courants, mais par la qualité de la production et le mode de diffusion. Celui qui avait réalisé cette vidéo disposait de ressources. Il avait accès à une infrastructure de transmission. Il connaissait la position et la vitesse exacte de 3i/Atlas. Et il avait soit des compétences extraordinaires en images de synthèse, soit accès à un sujet non humain. Un détail enfoui dans l'analyse technique n'a pratiquement pas attiré l'attention du public.
mais a terrifié le petit groupe qui l'a remarqué. Les métadonnées du fichier vidéo comprenaient des horodatages. Pas seulement celui de la transmission, mais aussi celui de l'encodage. L'horodatage de l'encodage était antérieur à celui de la transmission de 73 heures. Cela signifiait que la vidéo n'avait pas été créée à la volée en réponse à une activité humaine. Elle avait été préenregistrée, chargée, programmée. Quelqu'un ou quelque chose avait décidé plusieurs jours à l'avance du moment exact de la diffusion et l'avait fait avec une précision chronométrique. Un tel niveau de planification impliquait soit une opération terrestre avec une connaissance approfondie de la mécanique orbitale et des fenêtres de communication, soit un système autonome sur 3i/Atlas, exécutant un profil de mission préprogrammé. Les deux scénarios étaient inquiétants. L'un signifiait que des humains étaient complices d'une tromperie à l'échelle planétaire. L'autre signifiait qu'un artefact, venu d'ailleurs, avait transporté un message à travers des années-lumière et était maintenant en train d'exécuter la livraison finale. Le soir venu, le premier grand média a rompu le silence. Une chaîne européenne a diffusé un reportage. Elle a montré la vidéo, floue et brève, tandis qu'un panel d'experts la rejetait comme probablement fabriquée. Le reportage s'est terminé par un appel au calme et un rappel de vérifier les informations par les voies officielles. La diffusion a eu l'effet inverse de celui escompté. Des millions de personnes qui n'avaient pas encore vu la vidéo en ont pris connaissance. Les recherches ont explosé. Les miroirs se sont multipliés plus vite que les modérateurs ne pouvaient les signaler. La tentative de contenir la situation en la rejetant avait échoué. La question était désormais de savoir quelle serait la deuxième vague de réaction. Redoubler d'efforts pour nier, admettre l'incertitude, préparer le public à une réalité où la frontière entre canular et contact était devenue floue au point d'être méconnaissable. Derrière des portes closes, des réunions d'urgence se sont déroulées toute la nuit. Pas seulement dans un pays, partout dans le monde. Coordonnées par des canaux secrets qui ne sont que rarement activés en dehors des périodes de guerre. Les planificateurs de scénarios ont appelé cela l'ambiguïté du premier contact. Si le message était réel, une réponse inappropriée pourrait avoir des conséquences existentielles. S'il était faux, une réponse, comme s'il était réel, pourrait déstabiliser la civilisation tout aussi efficacement. Selon les modèles de la théorie des jeux, la meilleure stratégie était le silence. Laisser le message résonner. Ne pas confirmer, ne pas nier. Laisser l'ambiguïté faire son travail. Laisser les populations se répartir entre croyants et sceptiques. Surveiller, attendre, voir ce qui se passe ensuite. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la deuxième transmission. 41 heures après la première diffusion, le signal est revenu. Même méthode, même fréquence, même saturation mondiale. Mais cette fois, le contenu était différent. La vidéo était plus longue. 2 minutes 19 secondes. Le personnage était le même. Le fond était le même. Mais le message n'était pas une boucle. C'était une séquence. Le personnage parlait sans interruption, sans répétition, pendant ces 2 minutes. Et cette fois, les langues ne se contentaient pas de transmettre le même sens. Elles transmettaient des informations supplémentaires, superposées par la structure linguistique. Les anglophones entendaient un ensemble de détails. Les mandarins en entendaient d'autres. Le russe ajoutait une troisième couche.
C'était comme si le message avait été conçu pour fournir une densité d'informations maximale, en exploitant les espaces sémantiques uniques de chaque langue. Aucune traduction ne pouvait tout saisir. Il fallait plusieurs langues pour reconstruire l'intention complète. Le message central, assemblé à partir d'une analyse interlinguistique, était approximativement le suivant. Nous avons semé votre monde dans un passé lointain. Nous sommes revenus périodiquement pour l'observer. Vous avez atteint un seuil. L'émergence technologique sans maturité éthique crée un risque systémique. Nous sommes ici pour proposer l'intégration ou pour atténuer la propagation. Les individus qui s'alignent sur les principes harmoniques seront élevés. Ceux qui persistent dans des schémas discordants seront restructurés. La préparation implique un choix. Accepter les conseils ou accepter les conséquences. Le temps restant est limité. Observez le ciel. Observez vos dirigeants. Observez-vous vous-même. Le mot « restructurer » en anglais est devenu « reconfigurer » dans les langages techniques et « purifier » dans d'autres. « Élever » a été traduit par « ascensionner »,« exalter » ou « récolter » selon le contexte. Chaque version était vraie. Chaque version était terrifiante. La réaction n'était plus maîtrisable. Les gouvernements ont essayé. Des coupures Internet ont été imposées dans plusieurs régions. Les liaisons montantes par satellite ont été ralenties. Mais la vidéo avait déjà trop pénétré les esprits. Réseau, peer-to-peer, partage de fichiers locaux, clés USB passant de main en main. On ne peut pas effacer quelque chose que des millions de personnes ont enregistré hors ligne. En moins de 12 heures, des manifestations ont éclaté dans les grandes villes. Le message n'était pas unifié. Certains exigeaient la transparence. Dites-nous ce que vous savez. D'autres exigeaient des mesures. Défendez-nous. Une troisième vague exigeait la capitulation. S'ils sont là pour aider, laissez-les faire. Les fractures se sont propagées dans toutes les directions imaginables. Religieuses, politiques, générationnelles. Les personnes qui croyaient que le message était réel se sont divisées entre celles qui l'accueillaient favorablement et celles qui le craignaient. Les personnes qui croyaient qu'il était faux se sont divisées entre celles qui blâmaient les gouvernements et celles qui blâmaient les activistes. Le visage du personnage est devenu une icône. Mème, art, tatouage. Certains le représentaient comme un ange, d'autres comme un démon, d'autres encore comme un arbitre neutre, au visage inexpressif, tenant une balance. Les yeux, sombres et réfléchissants, sont devenus un point central. Les regarder, même à travers un écran, créait une sensation étrange. Ils ne clignaient pas, ils ne bougeaient pas, mais ils semblaient vous suivre. Une analyse image par image a confirmé que les yeux étaient statiques. L'illusion de mouvement était psychologique. Une astuce du cerveau qui interprétait des stimuli ambigus comme un regard intentionnel. Cela ne le rendait pas moins efficace. Des gens ont rapporté avoir fait des rêves après avoir regardé la vidéo. La silhouette debout dans l'ombre. La voix qui murmurait trop bas pour être comprise. Se réveiller avec la phrase « Préparez-vous pour la récolte » qui tournait en boucle dans leur tête. Les tentatives de vérification indépendante se sont intensifiées. Des groupes ont mis en commun leurs ressources pour louer du temps sur un radiotélescope. Ils ont pointé leurs antennes vers 3i/Atlas et ont écouté. Certains ont affirmé détecter de faibles transmissions structurées, même lorsque la vidéo n'était pas diffusée. D'autres
n'ont entendu que du bruit. Les données n'étaient pas concluantes, contaminées par les préjugés des observateurs et les limites des équipements. Les observatoires professionnels sont restés silencieux ou ont publié des déclarations vagues sur l'analyse en cours. Une astronome, auparavant respectée, a publié un fil de discussion analysant la profondeur de modulation et la bande passante du signal. Elle a conclu qu'il était au-delà du déni plausible. Il s'agit soit d'une supercherie financée par l'État à l'aide d'une technologie secrète, soit d'une véritable communication non humaine. Son institution a publié une correction quelques heures plus tard. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le consensus institutionnel. Elle a été mise en congé administratif en attendant un examen. L'expression « principes harmoniques » est devenue un sujet brûlant. Que signifiait-elle? Les interprètes New Age ont déclaré qu'elle faisait référence à la fréquence spirituelle, à la vie dans l'amour et la paix. Les technologues ont déclaré qu'elle signifiait l'alignement avec les constantes physiques universelles, une civilisation qui avait appris à manipuler proprement l'espace-temps. Les théoriciens politiques ont déclaré qu'il s'agissait d'un code pour la conformité, un euphémisme pour désigner l'obéissance à tout système représenté par les expéditeurs. L'ambiguïté était, une fois de plus, exaspérante. Sans clarification, harmonique pouvait signifier presque tout. C'était probablement intentionnel. Un test. Montrez-nous ce que vous pensez que cela signifie par votre réponse. Votre interprétation révèle votre nature. Au troisième jour, une tendance se dessina dans les réponses politiques mondiales. Les États autoritaires renforcèrent leur contrôle. Blackout médiatique. Arrestation de toute personne diffusant la vidéo. Discours officiel accusant les nations rivales de guerre psychologique. Les États démocratiques tentèrent une répression plus douce. Vérification des faits. Désamplification algorithmique. Pression sur les plateformes. Message d'intérêt public sur la désinformation. Les deux approches échouèrent à enrayer la propagation, mais elles polarisèrent davantage les populations. Dans les États contrôlés, croire au message est devenu un acte de résistance. Dans les États ouverts, l'incrédulité est devenue un signe de confiance institutionnelle. Le message était devenu une ligne de démarcation aussi nette que n'importe quelle frontière politique ou religieuse. Puis la troisième transmission est arrivée. Pas de vidéo cette fois-ci. Juste de l'audio. Une seule phrase, répétée pendant 6 heures sur toutes les bandes. Levez les yeux, le 7e jour. Dans certaines langues, 7e jour était ambigu. Le 7e jour, à partir d'aujourd'hui, le 7e jour de la semaine, le 7e jour du mois. Les analystes se sont disputés. Les prophètes de malheur ont fait des graphiques. Les groupes religieux ont noté que 7e jour avait une résonance biblique. Le sabbat, le jour du repos, le jour où Dieu a achevé la création. Les groupes laïcs ont noté qu'il s'agissait d'un compte à rebours évident. 7 jours à partir de la transmission. Une date limite. Un calendrier. Quoi qu'il arrive ensuite, nous avions été prévenus. Les gouvernements ont discrètement activé leur protocole de continuité. Le personnel clé a été transféré vers des sites sécurisés. Les ressources stratégiques ont été repositionnées. Pas publiquement, pas d'une manière qui aurait pu semer la panique, mais suffisamment pour que les initiés le remarquent. Les congés militaires ont été annulés. Des vols inhabituels ont été observés autour de certaines installations. Les chaînes d'approvisionnement
ont été priorisés pour les installations non publiques. Quelque chose se préparait, même si les canaux officiels affirmaient que tout était normal. Le fossé entre le calme public et la mobilisation privée était trop grand pour être complètement dissimulé. Des fuites sont apparues. Des informations anonymes ont été transmises à des journalistes. Des photos de convois circulant à des heures inhabituelles ont été publiées. Le discours selon lequel il s'agissait simplement d'un canular était en train de s'effondrer. Même parmi les sceptiques, une nouvelle expression s'est imposée. Nous devons nous préparer, au cas où. À l'approche du 7e jour, les villes se sont vidées. Pas en masse, pas dans la panique, mais progressivement. Ceux qui en avaient les moyens sont partis vers les zones rurales, les montagnes, les côtes, n'importe où, pourvu que cela semble moins être une cible. Les épiceries ont vu leur stock de denrées non périssables s'épuiser. Les quincailleries ont vendu toutes leurs fournitures d'urgence. Les églises, les mosquées, les temples et les synagogues ont été remplis au-delà de leur capacité. Certains rassemblements étaient joyeux, dans l'attente du salut. D'autres étaient sombres, dans l'attente du jugement. Une troisième ambiance, plus difficile à nommer, mêlait la crainte et la curiosité. Quoi qu'il arrive, les gens voulaient en être témoins. Voir de leurs propres yeux si le message était réel ou s'il s'agissait de la plus grande supercherie de l'histoire. Le 7e jour, rien ne s'est passé. L'aube s'est levée dans chaque fuseau horaire. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le ciel est resté inchangé. 3I/Atlas, désormais plus éloigné de la Terre, n'était plus qu'un point sombre visible uniquement avec des jumelles. Pas de flash, pas d'apparition, pas de vaisseau descendant, pas de disparition ou de transformation soudaine et massive. À la fin de la journée, le sentiment dominant était la confusion. Le soulagement dans certains quartiers, la colère dans d'autres. Nous avons été manipulés. C'était un test. Ils ont menti. Les récits se sont fragmentés. Les croyants ont affirmé que l'événement était spirituel, invisible à l'œil nu. Les sceptiques ont crié victoire. La preuve que c'était faux. Passons à autre chose. Les gouvernements, soulagés, ont entamé le processus de retour à la normale. Ils ont rassuré les populations. Ils ont rouvert les réseaux restreints. Ils ont fait sortir le personnel des bunkers. Mais le signal n'était pas terminé. Le 8e jour, une 4e transmission. Encore une vidéo. La même silhouette, le même arrière-plan. Le message était composé de 3 mots dans toutes les langues. Vous avez été observé. C'était tout. 3 mots. Aucune explication. Aucune suite. Juste cette déclaration. Une reconnaissance. Une confirmation. Vous avez été testé. Votre réaction a été enregistrée. Les implications ont lentement fait leur chemin. Le 7e jour ne concernait pas un événement extérieur. Il s'agissait de ce que nous avions fait, de la façon dont nous avions réagi. Avions-nous paniqué? Nous étions-nous entraidés? Avions-nous sombré dans la violence ou maintenu notre cohésion? Le message était un test de résistance, un moyen de mesurer la résilience d'une civilisation face à une ambiguïté existentielle. Des rapports ont commencé à faire état d'anomalies survenues le 7e jour et passées inaperçues dans la confusion. Des satellites ont connu de brefs problèmes de télémétrie. Le GPS a dérivé de plusieurs mètres. Des magnétomètres enregistrant des perturbations de champ. Rien de catastrophique. Rien qui ait arrêté les systèmes. Mais suffisamment pour suggérer que quelque chose avait été actif. Scannant, sondant, collectant.
L'expression « vous avez été observé » a pris un poids inconfortable. Pas observé de manière abstraite, observé en détail, mesuré, catalogué, nos infrastructures, notre comportement, nos modes de communication, les données que nous générons en situation de crise. Tout cela, récolté pendant une période où notre attention était concentrée sur le ciel. Dans les semaines qui ont suivi, les transmissions ont cessé. 3i/Atlas a poursuivi sa trajectoire. Plus aucun message, aucune clarification, juste le silence. Les vidéos ont continué à circuler, analysées à l'infini, mais sans apporter de nouvelles informations. L'identité du personnage restait inconnue. L'origine du signal était techniquement confirmée, mais fonctionnellement inexpliquée. Les enquêtes officielles se sont conclues sans conclusion. Preuve insuffisante pour déterminer l'origine avec certitude. Enquête en cours. Les évaluations non officielles étaient plus sombres. Si c'était un canular, c'était au niveau de l'État. Si c'était réel, nous ne sommes pas prêts. La cicatrice psychologique persistait. Des millions de personnes croyaient désormais avoir été témoins du premier contact. Des millions d'autres croyaient avoir été témoins d'une opération psychologique sophistiquée. Les deux groupes en étaient certains. Les deux groupes étaient irréconciliables. L'ambiguïté du message avait réussi à créer une division permanente. Les sociétés déjà fracturées avaient désormais un fossé supplémentaire. Les croyants contre les sceptiques. Ceux qui se préparaient contre ceux qui se moquaient. Ceux qui accueillaient les moissonneurs contre ceux qui les craignaient. 3i/Atlas, qu'il s'agisse d'un vaisseau ou d'une comète, avait livré une charge utile plus perturbatrice que n'importe quelle arme. Le doute, la confusion, l'érosion de la réalité partagée. Le dernier détail est apparu des mois plus tard, enfoui dans une annexe technique d'un rapport classifié qui a été partiellement divulgué. La structure du fichier vidéo comprenait des métadonnées intégrées au-delà de l'horodatage. Un système de coordonnées. Pas la longitude et la latitude. Quelque chose d'autre. Des vecteurs à 6 dimensions. Les analystes ont finalement reconnu qu'il s'agissait de coordonnées spatio-temporelles utilisant un référentiel qui ne provenait pas de la Terre. Le fichier était marqué d'un emplacement. Pas celui d'où il avait été envoyé, mais celui où il était censé être reçu. Une fois tracé, les coordonnées indiquaient une région de l'espace située à environ 73 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Bélier. L'implication était claire. Le message ne nous était pas uniquement destiné. Il faisait partie d'un réseau, une diffusion envoyée à plusieurs destinations. Nous étions l'un des nombreux destinataires, l'un des nombreux observés, l'un des nombreux confrontés au même test.